Bonjour à tous, bienvenue à la dernière conférence de la journée. Encore une fois, on va parler d'IA embarquée, mais plutôt de l'IA embarquée dans les transports en commun, si je comprends bien, Juliette. Donc, je vous présente la conférencière, Juliette Mattioli, excuse-moi. Elle a commencé donc sa carrière, si je comprends bien, avec une thèse sur la reconnaissance de forme en 1990. Mais elle a déjà utilisé les réseaux de neurones. Donc, on peut appeler ça une grande précurseuse de la révolution deep learning qu'on vit aujourd'hui. En 93, elle est devenue ingénieure de recherche au fur et à mesure de ses promotions. Elle a étendu son spectre de compétences sur le domaine du traitement de l'image, la fusion d'informations, l'aide à la décision et puis, si je comprends bien, aussi une petite saveur d'optimisation combinatoire. Depuis 2010, elle est rattachée à la direction technique de Thales. Elle contribue à la définition de la stratégie de recherche et innovation de Thales, avec un regard, je dirais, très particulier sur l'IA. Elle travaille aussi sur la problématique de la confiance qu'on peut avoir avec l'IA. Je la laisserai en parler si elle Mmh. a le temps durant sa présentation. Et puis, elle est évidemment liée au projet DEAL, tant du côté québécois que du côté français. Donc, Juliette, je te laisse partir quand l'IA monte à bord. À toi, Voilà. l'honneur. Bah, bonjour, comme, ça vient d'être, dit, ma présentation va être un peu marginale par rapport à ce que vous avez entendu, ces 3 premiers jours. En particulier, sur le domaine applicatif couvert et aussi, sur les technologies d'IA couvertes. Alors tout d'abord, le domaine applicatif couvert, alors, la mobilité pour Thales, couvre 2 domaines, qui sont, le domaine de l'aéronautique et le domaine des transports, terrestres. Alors juste, pour information, Thales, conçoit, déploie, des systèmes, dans l'aéronautique et en particulier pour la gestion du traffic management. Il faut savoir que, l'ensemble des, systèmes de contrôle aérien développés par Thales couvrent environ, 40 de la couverture aérienne, terrestre et à peu près 2 vols sur 3 utilisent des approches Thales, pour, garantir le décollage et l'atterrissage. Alors ensuite, il y a le transport, terrestre où on s'intéresse, plus particulièrement au transport ferroviaire, avec, beaucoup d'activités dans tous les systèmes de signalisation, de communication, sol-bord, de cybersécurité, mais aussi de biéthique. Alors, l'intelligence artificielle, je vous ai dit aussi que, je serais un peu plus, différente par rapport aux autres présentations parce que l'intelligence artificielle, c'est à l'aise, ça couvre aussi bien tout ce qui concerne, ce que j'appelle l'IA dirigée par les données avec, le machine learning, donc l'apprentissage automatique, la reconnaissance de formes, et d'autres techniques. Mais aussi, beaucoup d'activités, autour de l'IA symbolique parce que, nous pensons que pour pouvoir résoudre des problèmes complexes, l'avenir est dans, l'hybridation de ces 2 paradigmes et donc beaucoup d'efforts sont faits, autour de l'IA hybride. Juste pour donner un petit peu de saveur, si je me plonge dans le domaine des transports, que ça soit le transport aérien ou le transport ferroviaire, j'ai plusieurs, je dirais grands, problèmes. J'ai le problème de la perception qui a été, bien présenté, tout à l'heure par, Pierre-Olivier dans le cadre du véhicule autonome. Donc, je pars, d'observations, provenant des capteurs et de l'état du système pour essayer de, construire une, tenue de situation. Donc ce que j'essaye, c'est de, décrire
ce que j'observe. Et pour cela, cette description se fait via des techniques d'apprentissage et qui permettent la classification des objets, l'identification des objets, comme par exemple des obstacles sur la voie. Ensuite, je dois essayer de construire des éléments qui me permettent de comprendre comment va évoluer la situation, donc des technologies de prédiction. Et là aussi, j'utilise des techniques à base d'apprentissage automatique, de deep learning ou d'autres méthodes. Et tout ça me permet de donner des moyens pour comprendre ce qui se passe, donc donner du sens à la situation. Et je dois gérer les incertitudes et surtout, je dois pouvoir outiller tous ces résultats avec des techniques d'explicabilité. Seulement, tout ça, c'est pour faire de la mobilité et je vais utiliser pour décider, planifier des techniques qui seront plutôt de type IA symbolique ou IA dirigée par les modèles. Par exemple, de la décision multicritère quand je me retrouve à être obligée de faire des choix avec des critères différents. Là aussi, j'ai besoin de pouvoir expliquer ces décisions, expliquer ces planifications. Mais ces planifications, il va falloir les implémenter et donc il va falloir que je prenne en compte l'ensemble des ressources dont je dispose. Donc, je dois faire de l'optimisation sous contrainte pour pouvoir implémenter ces décisions. Tout ça permet ensuite de pouvoir régler l'ensemble des paramètres de mon système et ça reboucle, je continue. Donc, on voit bien que pour adresser un problème complet, ne serait-ce que par exemple le problème du train autonome ou d'un véhicule autonome, je dois utiliser à la fois des techniques à base de machine learning ou d'IA dirigées par les données pour répondre au problème de la perception, mais je dois aussi utiliser des techniques à base d'IA symbolique ou hybride pour la décision et l'action. Alors, quelques exemples de mise en œuvre dans Thales. Alors, je les ai un peu rangés par domaine technologique. Donc, on va utiliser beaucoup de techniques à base d'apprentissage automatique, alors que ce soit les réseaux de neurones, le deep learning ou d'autres, pour de la détection d'obstacles, par exemple, sur les voies d'un train, pour la détection de la position du train, pour classifier le comportement des pilotes. Alors ça va être pour les trains. Et une fois que j'aurai classifié tous ces comportements de pilotes, je vais pouvoir les apprendre et ensuite les utiliser. J'ai aussi des classifications pour des patterns de vol. Mais je vais aussi utiliser toutes ces techniques pour comprendre l'état du système et monitorer la santé du système. Donc, c'est dans le monitoring du système. Hein, donc, c'est le HUMS, hein, Health and Usage Monitoring System, mais aussi pour faire de la maintenance. Ou éventuellement comprendre la conjection d'un aéroport que je vais utiliser ensuite pour la prédiction ou des comportements. Alors là, c'est un petit peu anecdotique pour l'embarquer, mais des comportements de passagers. Ensuite, je vais utiliser d'autres techniques, alors très IA orientées par les données, drivées par les données, comme des réseaux convolutionnels ou de l'apprentissage par renforcement, pour permettre de prédire. Alors, ça va être la prédiction des flux de passagers, ça va être la prédiction d'événements particuliers, comme par exemple dans le domaine je dirais aéronautique, la prédiction d'un orage et qui va me permettre de pouvoir changer de route, mais ça peut être aussi la prédiction des retards.
que ça soit dans le domaine aéronautique, hein, donc en fonction de l'environnement, en fonction de l'heure de décollage, en fonction des conditions climatiques, en fonction du vol, de la conduite du pilote, je peux anticiper ces retards. En utilisant aussi les modèles de congestion d'aéroports, je peux aussi prédire ces retards. C'est aussi l'utilisation de ces technologies pour le calcul de trajectoire, l'anticipation de collisions entre trajectoires, que ce soit pour les avions, les trains ou d'autres véhicules. Et puis enfin, on utilise beaucoup des modèles de prédiction dans le domaine de la maintenance prédictive, en particulier pour calculer ce qu'on appelle le RUL, c'est-à-dire le Remaining Useful Life, c'est-à-dire le temps de vie restant avant un incident. Enfin, les techniques qui sont plus des techniques de type IA symbolique ou des techniques de type IA hybride vont être utilisées, comme je l'ai dit précédemment, pour tout ce qui est décision, optimisation, soit pour la résolution de conflits, soit pour l'ordonnancement et le calcul des plannings, que ce soit pour les trains ou pour des compagnies aériennes, pour permettre de répondre et de réduire les retards dans le cadre des séquencements des vols à l'arrivée ou des vols au démarrage, hein, ça c'est le Haman-Deman, pour éventuellement guider le pilote d'un avion lorsqu'il a atterri pour aller vers sa gate en lui recommandant des chemins optimaux qui tiennent en compte de la manœuvrabilité de l'avion, de son envergure, etc., et des routes et des instructions données par le contrôle aérien. Et puis, tout ce qui concerne l'optimisation de l'énergie, que ce soit l'optimisation du fuel pour l'avion ou l'optimisation de l'énergie consommée par le train. Donc, toutes ces techniques sont à l'étude et en cours de développement dans Thales, hein, dont certaines sont déjà déployées. Alors, le problème, c'est que les systèmes de transport sont des systèmes critiques et des systèmes critiques au sens safety critical, c'est-à-dire critiques pour la vie et les personnes. Et pour cela, on doit impérativement, si l'on veut déployer de l'IA et embarquer de l'IA dans ces systèmes critiques, prendre en compte dès la conception des exigences autour de la safety, donc des exigences non fonctionnelles. Il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que ces systèmes agissent dans un environnement dynamique et parfois les applications cohabitent, c'est-à-dire que dans un même système, on va avoir des applications critiques et des applications moins critiques. Enfin, il est impératif, et c'est là où on va aller vers l'embarquabilité et toutes les contraintes d'embarquabilité, de prendre en compte toutes les contraintes induites par la performance, par la puissance de calcul et garantir tout cela. Et c'est pour ça que nous devons impérativement développer des solutions fiables et de confiance, qui sont à la fois des solutions algorithmiques, mais aussi des solutions embarquées. Et donc, ces solutions doivent prendre en compte obligatoirement les contraintes et les exigences de safety, doivent aussi prendre en compte l'ensemble des contraintes induites par l'embarquabilité et les architectures et les processeurs sur lesquels ça va tourner. Il faut qu'on développe des approches de type Lean, c'est-à-dire n'embarquer que ce qu'on a besoin. Et ça va répondre en particulier aux contraintes de type SWAP, soit Size, Weight and Power, et avoir une démarche globale qui prend en compte l'ensemble de l'écosystème software, mais pas que software, aussi hardware.
Et pour cela, on doit aller vers un développement d'IA de confiance qui pourra être amené à être, dans certains cas, homologué, dans d'autres cas, certifié. Alors, bien sûr, tout ça, ça adresse beaucoup d'aspects. Et la confiance, ce n'est pas que un problème de safety dont j'ai beaucoup parlé pour les systèmes de transport, mais c'est aussi une gestion de tout ce qui est incertitude, imprécision, que ce soit du modèle, des données, du résultat. C'est la prise en compte de toutes les dimensions d'interprétabilité, d'explicabilité pour l'utilisateur, pour le développeur, pour l'auditeur. C'est la prise en compte de toute la problématique autour de la donnée, ce qui a été très bien présenté par la conférence de Pierre-Olivier, mais en prenant en compte la protection de la donnée, la privacy, la sécurité des données. C'est la démonstration de la robustesse des approches, des composants. Alors, on verra, c'est robuste vis-à-vis du contexte, c'est robuste vis-à-vis d'attaques cyber, c'est robuste vis-à-vis de l'usage. C'est aussi la responsabilité, donc ça veut dire que nos approches doivent être validées, démontrées, certifiées. Et puis, bien sûr, prendre en compte des dimensions de type éthique, sociétal, comme le fait qu'on doit développer des choses de plus en plus verts, c'est-à-dire green AI. Alors pour ça, depuis mi-2019, Thales a lancé un énorme programme qui s'appelle Thales True AI pour Trustable, Understable and Ethical AI, qui repose sur 4 grands fondamentaux. Le premier, c'est la validité. Il est important de garantir et de démontrer que les composants à base d'IA où les systèmes à base d'IA font ce qu'ils doivent faire, ce qui est le minimum, mais surtout qu'ils ne font que ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vraiment, on doit démontrer qu'on reste dans un domaine de validité. Ensuite, il faut prouver que l'on prend en compte les exigences de safety et de cybersécurité en fournissant des méthodes, des outils de type assurance case, qui sont un peu les technologies classiques lorsqu'on développe des systèmes critiques. Il faut aussi vérifier que nos composants, nos systèmes soient robustes, voire résilients aux attaques cyber, qu'elles soient des attaques cyber classiques ou des attaques de type adversaire. Enfin, il faut, comme je l'ai dit précédemment, donner des moyens d'expliquer les solutions, expliquer pas seulement aux concepteurs de ces solutions, mais aussi à l'utilisateur final ou à l'auditeur, et démontrer que l'on prend en compte toute la régulation, la standardisation et les environnements de certification. Donc, c'est tout ce qui concerne les lois et les environnements de certification, mais aussi l'éthique. Donc, c'est la responsabilité. Le Thales True AI, c'est vraiment, il faut vérifier la validité, la safety, cybersécurité, explicabilité, responsabilité. Alors, bien sûr, dans tout ça, vous me direz, et l'embarquabilité. Comme tout ce que l'on cherche à faire va être embarqué dans des systèmes de transport, que ce soit des trains pour le train autonome ou que ce soit pour des avions ou pour du contrôle du trafic aérien. Il est important de mettre l'intelligence au plus près des capteurs. Et c'est pourquoi on va s'intéresser à des problématiques qui vont être de la gestion de la donnée, de la cybersécurité et de la garantie que mes données, mes observations, mes connaissances sont protégées.
c'est aussi la prise en compte des différents niveaux d'autonomie, la prise en compte de toutes les contraintes d'embarquabilité. Alors, c'est le temps de réponse, hein, la latence, c'est les places mémoire, c'est toutes les contraintes comme ça. Et aussi le fait qu'on va aller de plus en plus vers des traitements adaptatifs. 10 minutes, Alors, oui, Juliette. tout ça fait que notre approche, elle est combinée en prenant en compte aussi toutes les contraintes de type embarquabilité. Alors, j'en ai parlé pas mal et il faut aussi pouvoir mettre en place des technologies faciles d'utilisation permettant une programmation et une flexibilité pour l'embarquabilité et le code embarqué. Alors, je vais passer ça rapidement, mais ça nécessite aussi de travailler sur des algorithmes embarqués en prenant en compte à la fois les familles algorithmiques, les architectures cibles et les contraintes d'embarquabilité. Et avec la partie Green AI. Donc, afin de pouvoir réaliser ça, nos équipes de recherche à Thales Research and Technology utilisent une plateforme que Thales a développée, qui est une plateforme de co-design et qui permet de pouvoir faire du prototypage rapide et du co-design, prenant en compte à la fois plusieurs types de plateformes embarquées, voire même nos propres processeurs, hein, puisqu'on a développé le Thales Neural Processor, et prendre en compte plusieurs types de technologies d'IA. Et comme ça, on peut pouvoir paramétrer, co-designer, optimiser les implémentations sur le domaine embarqué. Pour conclure, et c'est aussi ce qui permettra de lancer la table ronde ou voir des questions. À mon sens, faire de l'IA embarquée dans le domaine de la mobilité et le domaine du transport nécessite de travailler sur les 5 points suivants. Le premier qui est tout ce qui concerne l'embarquabilité de l'IA, et j'ai beaucoup parlé de ça. Le deuxième, j'en ai moins parlé, mais c'est quand même important, c'est tout ce qui concerne la frugalité des approches, parce qu'on n'a pas toujours tous les jeux de données, tous les scénarios de test, etc. Donc, il faut développer des méthodes fiables d'IA frugales. Il faut continuer à travailler sur l'hybridation des deux paradigmes IA des données et IA symbolique. Et bien sûr, donner des moyens d'expliquer les résultats de décision ou les résultats d'observation. Et tout ça dans un cadre d'IA de confiance. Et là-dessus, on compte beaucoup sur DEAL, qui est un programme franco-canadien, comme l'a dit François, et sur un autre programme qui commence à peine, qui s'appelle confiance.ai et qui est là pour développer plutôt l'ingénierie des IA de confiance. Je suis tout oui maintenant pour les différentes questions. Alors, merci Juliette pour la présentation, très, très claire. Fait encore une fois le tour des grands problèmes particuliers. J'ai bien aimé cette idée de frugal IA Mmh. que tu as pointé. Effectivement, le problème souvent, c'est qu'on n'a pas assez de données pour apprendre. Tu peux peut-être un peu développer qu'est-ce que Thales essaie de faire dans cette direction-là? J'imagine que c'est en lien aussi avec le développement du symbolic AI, là, c'est Alors oui, il y très a plusieurs, relié. oui, il y a plusieurs aspects et on attaque ce problème de plusieurs manières. On attaque le problème de la frugalité des données en travaillant directement sur l'algorithmie du type few-shot learning et ce genre de choses. On attaque la frugalité pour essayer d'enrichir les bases de données, soit avec des combinaisons de données, je dirais, réelles et de combinaisons de données symboliques
voire même avec l'usage des digital twins pour enrichir les bases de données, avec tous les problèmes autour des bases de données qui sont comment caractériser le domaine opérationnel d'une base de données, comment vérifier que la base de données elle est bien équilibrée, etc., qu'elle n'a pas de biais, enfin tout ce genre de choses. Et puis, le dernier axe qui est à l'étude, c'est de pouvoir aussi utiliser, je dirais, les approches à base d'apprentissage combinées avec des approches à base de connaissances, c'est-à-dire de compenser ce manque de données par de la connaissance métier. Donc, il y a pas, aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle. Il y a plusieurs voies qu'on essaye d'investiguer et qui sont ouvertes. OK, Peut-être mettre que une espèce dans de la prochaine prochaine rencontre, mettre un espèce de rencontre, voilà. prior Mm. dans l'apprentissage qui est basé sur le Voilà. métier, c'est ça? Mm. Tu as pointé un peu ma curiosité à propos de Fuchsia Learning. Donc, pour la population qui ne sont pas nécessairement habitués, c'est on a un corpus avec énormément de data, mais pour chaque tâche, on a quoi? 5, 10, 20 Voilà, exemples d'apprentissage au maximum. exactement. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire une situation où vous avez ce genre de corpus d'entraînement? Alors, dans le domaine du transport, pas toujours, pas trop. En revanche, dans le domaine militaire, on a beaucoup ce genre d'approche. Je vais donner un exemple qui est la guerre des mines pour les sous-marins. On a beaucoup de fonds sous-marins, mais très peu d'images de mines. Ah oui, oui, d'accord. Et Ah, mais ça, pourtant, c'est du débalancement aussi dans le oui, data. mais il y a aussi, enfin, c'est très très peu. Quand je dis très très peu, parfois on n'a que 2 images, donc c'est difficile d'apprendre, quoi. Difficile. Mhm, D'où plein d'exemples. Enfin, après, ça c'est le premier exemple qui me vient. Il y a des cas où, dans la détection d'anomalies, par exemple, pour la, pour la maintenance, là aussi, il y a très peu d'anomalies. Et fort heureusement, alors surtout dans les systèmes critiques, et fort heureusement, on en voit très peu, quoi. Mais il faut quand même pouvoir les détecter, les identifier le plus tôt possible. mhm. Ouais, donc on est dans une situation effectivement assez difficile. Mm. Mais d'ailleurs, où est-ce que vous en êtes au niveau de la capacité de certifier ce genre d'approche-là chez Thales? Alors, tout dépend du domaine. Il y a des groupes on travaille, enfin, il y a beaucoup de groupes de travail, en particulier dans l'aéronautique, où je pense au groupe de travail ESA, le Working Group 114, qui s'intéresse à la certification des approches de type réseau de neurones. C'est aussi en ligne avec les travaux de Deal, hein, qui s'intéressent aussi à Tout aller à de fait. plus en plus vers ça, et qui commence à donner, je dirais, de bons résultats pour avoir des arguments de démonstration, d'explication et de toutes ces questions que j'ai soulevées précédemment. Et puis, de toute façon, ce que je dis dans l'IA à base de machine learning, hein, d'apprentissage, c'est aussi vrai dans l'IA des données, de symbolique. Et ce n'est pas parce que c'est symbolique que, suivant les approches, c'est plus facile. Il y a des méthodes où c'est On est pas si d'accord. facile que ça, parce que c'est stochastique, parce que il y a aussi beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, sur l'IA symbolique et sur l'IA hybride. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a des domaines comme, par exemple, la génomique, où le state of the art, c'est essentiellement des algorithmes à base de règles. Les Mhm. réseaux de neurones n'ont pas encore réussi à faire leur percée. Donc, il faut au contraire. D'ailleurs, est-ce que tu as eu le temps de regarder le tutoriel sur l'explainability de Mario Marchand? Non, non, j'ai pas eu le temps. Je te Mais suggère de. même si j'ai enfin, Thales a je dirais un grand chercheur autour de l'explicabilité qui est Freddy Lécuyer,
et qui Oui, a d'ailleurs été chairman à la première conférence Mobilité AI et qui travaille beaucoup là-dessus. Et on essaye de développer, je dirais, un environnement qui capitalise un peu toutes nos approches. De plus, on travaille beaucoup sur l'explicabilité pour l'IA symbolique, avec des approches autour de la décision multicritère et l'explication de la décision dans ce domaine-là. ouais. Je te Ah, pointais le oui. tutoriel de Mario Marchand parce qu'il propose une façon d'encoder des réseaux de neurones de façon à Ah, ce que bien. la descente en gradient crée un système à base de règles à la toute fin. Mmh Donc, mh. Mmh. c'est un peu un lien, si on veut, entre le symbolique et Ouais, puis tout à fait. la boîte noire là, qui est Mais proposée. enfin, à titre personnel, je crois beaucoup en l'IA hybride pour répondre à pas mal de questions. Je pense effectivement pour la certification et l'explicabilité. Mmh. C'est un passage obligé. Je sais que tu es attendu à la table ronde Oui. qui commence dans 30 secondes. Mmh. Alors, ben, je te remercie pour la présentation, Bah, merci et puis très j'espère que tout le monde, claire. va se retrouver à la table ronde. Oui, on vous invite tous à la table ronde et à la cérémonie de clôture que j'animerai tout de suite après la table ronde, où j'essaierai d'expliquer un peu qu'est-ce que tout le monde a essayé d'expliquer durant ces 3 jours. Donc, merci, Juliette, à tout de suite à la table ronde À tout de suite. et donc, oubliez pas tout le monde de transférer dès que possible. OK, au revoir. Au revoir, merci.